Salut Cédric, comment vas-tu? Merci Pierre de m'avoir invité en tout cas à ton podcast aujourd'hui. Donc j'en suis plus que ravi quoi. Cédric, je suis hyper content d'être avec toi aujourd'hui. Cédric, tu fais partie d'une famille qui a connu l'armée, qui est dans l'armée depuis des générations, oncle, tante sous-officier, fils de père sous-officier, fils de grand-père sous-officier. Tu es toi-même rentré dans l'armée à l'âge de 22 ans. Cédric, faire l'armée, c'est une vocation, c'est un rêve, c'est une transmission. Comment il s'est passé cet engagement pour toi? Alors, c'est vrai que c'est une tradition aussi essentiellement, hein, parce que comme tu l'as mentionné si bien, le fait d'être dans une famille militaire, on se demande quel sera ton métier de demain, tu le sais déjà d'avance, hein, entre guillemets. Donc c'est clair que c'est une vocation parce que tu as une culture au sein de la famille qui est vraiment liée aux institutions, le fait de pouvoir servir. Tu vas véhiculer des valeurs au sein de ta famille depuis que tu es bébé, enfant. Tu entends vraiment, pas une doctrine, mais tu sais dans quoi est-ce que tu t'engages déjà au sein de ta famille. Donc tu sais quelle va être la continuité après une fois arrivé dans le monde professionnel, quoi, hein. Ça va être exactement voilà, le pays, le drapeau, les valeurs. Mais on est là aussi pour bah, assurer, on va dire, la tradition. On a une sorte d'obligation envers sa famille, quoi. C'est un peu comme j'imagine des agriculteurs de père en fils ou des tailleurs de père en fils. On a envie, en fait, aussi de transmettre toute cet amour pour quoi est-ce qu'on on a signé, entre guillemets. Cet amour, tu l'as ressenti chez ton père aussi. Comment ça s'est passé, cette enfance, fils de père militaire? Père militaire, d'ailleurs, je sais pas vraiment. Fils de père soldat, comment est-ce qu'on appelle ça? Ouais, je pense qu'on peut dire un père de militaire, quoi. Après, on pourra vraiment le dire différemment, mais l'amour au sein d'une famille militaire, c'est un amour caché, c'est un amour invisible. C'est parce qu'on va pas utiliser des mots, on va pas utiliser vraiment des adjectifs tendres entre guillemets. Ça va être plutôt une éducation. C'est un amour invisible. On sait qu'il y a de l'amour, mais on va pas te le dire, on va pas te le montrer. Mais à toi, on va dire d'en prendre conscience, de le savoir et de ne pas aller chercher une sorte de validation, de reconnaissance de l'amour potentiel de ton père, quoi. Ça va être une, euh, une vie un peu trépidante, entre guillemets, parce que tu vas vivre au rythme des mutations, au rythme de ce dont l'armée a besoin à un moment T. Donc te dire, mince, j'aime mon papa, mais on l'emmène quelque part. Et il va où? Il revient quand? Et puis ils étendent le séjour. Ah mais il revient quand? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça se passe bien pour lui? Puis tu vois à la télé des informations où tu te dis, ah mon Dieu, est-ce que c'est ce que vit mon père ou pas? Qu'est-ce qu'il fait? En fait, c'est une sorte de mystère autour de ça. En tant qu'enfant, tu sais pas vraiment c'est quoi être militaire, c'est quoi être soldat. Et ça, c'est quelque chose qui va potentiellement en fait avoir un impact sur ta relation avec tes parents, parce que tu te dis, c'est presque comme un James Bond, c'est presque un agent secret, tu le mystifies tellement que tu l'idoles, tu idoles la relation que tu pourrais avoir en fait avec tes parents, et tu te rends compte que c'est moi aussi, c'est ce que je veux faire. Je veux être un super papa aussi. Et bien, c'est là que tu te rends compte qu'en fait, des parents militaires, eh bien, ils restent des pères. C'est difficile d'avoir des papas, je trouve. Parce qu'il y a vraiment une nuance entre être un père et être un papa. Moi, je le fais moi-même, de ma propre expérience. Je pense que je suis devenu papa depuis peut-être 2 ans. Mais avant, j'étais un père, comme mon père l'a été, comme mon grand-père l'a été. Ah, attends, c'est quoi du coup exactement la différence entre un père et un papa? Ben, le père, c'est vraiment, il est là pour assouvir les besoins primaires, on va dire, donc la sécurité, le fait de pouvoir donner une autorité, le fait de pouvoir éduquer. Mais le papa, on l'attend toujours, on va dire. Moi, j'ai toujours attendu. C'est-à-dire que ça va être quelqu'un qui va plutôt créer une relation émotionnelle, sentimentale, qui va apporter une plus-value dans son rôle, plutôt que celle de t'avoir donné naissance, entre guillemets. Donc faire des Hmm. activités avec toi, à ce genre bah, d'images qu'on peut avoir d'une famille qui va passer ses dimanches peut-être en famille, qui va peut-être aller faire une activité au cinéma ou aller faire un pique-nique ou une promenade. Ça, c'est pour moi, c'est par exemple être un papa, quoi.
C'est de pouvoir prendre soin de sa famille et donner et investir, en fait, s'investir dans la relation avec l'enfant. Ouais. Mhm. Tu dis que toi, tu es devenu papa au bout de 2 ans, je l'ai cru entendre. Oui, c'est ça, en C'est... fait, parce que je crois que c'est un schéma naturel. Alors, peut-être que j'ai tort, hein, mais j'ai l'impression que on applique toujours ce qu'on a vécu, en fait. C'est la relation qu'on a vécue avec son père, et ben, on risque de l'appliquer naturellement auprès de ses enfants aussi à notre tour. Parce que je voyais avec mes enfants, donc j'ai 2 enfants, un de 5 et 9 années, 9 ans, et bientôt un troisième. Mais ces 2 Bravo. enfants-là, par exemple, et ben, j'étais hyper dur. Mais je le suis toujours un peu, hein. J'ai réussi à m'attendrir, mais je n'autorisais pas à la moindre erreur, je les considérais comme des adultes, en fait. Je les responsabilisais directement, heu, je faisais peu d'activités, avec eux. C'était, mon rôle. Je me dis: «Bah, c'est le destin, ça fait partie du quotidien», et puis c'est vrai qu'on n'avait même pas l'occasion, en fait, de devenir papa avec l'armée. Par exemple, le 1er, je l'ai eu, j'ai dû retarder, je suis quelques heures après, l'accouchement, je suis parti, en urgence parce qu'on a essayé de faire attendre le général pour une manœuvre, j'étais le dernier à venir parce qu'on savait que ma femme, ma copine d'époque, allait accoucher et je suis parti, très rapidement rejoindre les rangs. Pendant 2 semaines, j'étais pas là, hein. Après, 3 mois plus tard, je repars pendant 6 mois. Donc au final, tu as même pas l'occasion d'entretenir, en fait, une relation avec, ton enfant, de créer des liens et c'est ça qui fait que, bah, ouais, en fait, tu étais un père. Tu as été là pour faire le travail, mais le minimum syndical, s'il y aurait un syndicat qui existe et si tu veux vraiment, t'investir en tant que papa, est-ce que l'armée, le permet? Et c'est là qu'il y a une grande différence et que tu peux aussi avoir parfois une incompréhension, des personnes, dans ton entourage. De se dire: «Mais, pourquoi tu agis comme ça avec lui? Pourquoi, je trouve que tu es un peu dur avec lui», et les gens n'arrivent pas à comprendre peut-être parce qu'ils bah, ils ont pas eu la même éducation forcément, donc ça tout se comprend. Mais il y a toujours un choc. De toute façon, même aujourd'hui, hein, je trouve qu'il y a toujours, une grande différence. Peu importe où je vais, dire, le grand, il fait une bêtise, je vais le faire pomper, quoi. Ça va être sa «punition» entre guillemets. Mais je me dis: «C'est une punition instructive» parce que ça développe son corps et ça développe aussi sa résilience et le fait de s'adapter à la situation, par exemple. Ça, c'est un cas, tu vois? Un exemple que je peux te donner, quoi. Ouais. Mhm. Et comment t'es devenu papa du coup? C'est quoi la transition? Qu'est-ce qui fait qu'un jour, on passe du père, tu dis 3 enfants, et les deux, j'étais un père, entre guillemets. Mmh. Comment elle s'est... Qu'est-ce qui a été le déclencheur pour toi? Bah, c'est de voir à quel point, la vie, en fait, je me suis rendu compte, bah, qu'on avait 2 vies et la deuxième commence, bah, quand je réalise que j'en ai qu'une, quoi et du coup, je veux pas, on va dire, faire subir, à mes propres enfants ce manque que j'ai ressenti aussi quand j'en étais un. Et j'ai réalisé ça surtout, bah, du fait que, bah, j'ai rencontré ma femme qui m'a permis, aussi de se dévoiler, de, de donner ce qu'on a à l'intérieur et de l'exprimer avec des mots, des sentiments, des émotions, parce que rien que tout ça, c'était des choses difficiles, quoi. C'était des choses, mais impossibles parce que j'ai pas appris à faire ça. J'ai pas appris à parler, avec mon cœur, j'ai pas appris à exprimer, on va dire, ces émotions, parce que forcément, j'étais dans un cadre où, non, t'as pas le droit à ça, parce que ça, c'est une faiblesse. Et dans le milieu militaire, c'est bien pour ça aussi qu'on appelle ça la grande muette, c'est que on se tait, on subit les choses, on s'adapte. Du coup, on a une forte capacité à s'adapter à la situation, qui fait qu'on n'a plus besoin de parler avec des mots, des émotions. On donne des ordres. On donne des ordres et c'est comme ça qu'on communique. C'est marche ou crève. Donc, le fait que ma femme soit venue, et que je l'ai rencontrée et qu'on a pu enfin, on va dire, entre guillemets, bah, ça a pu m'aider à me libérer, à me prendre conscience et même à mon propre mariage, quoi. Mon père, ça a été, la deuxième fois qu'il me disait, «Je t'aime», quoi. Donc, je l'aime mon fils et ça, Mhm. c'était fort, quoi. Je me suis dit: «Waouh» et ça m'a aussi aidé, bien sûr, à aller encore plus loin, dans les car oui, c'est vraiment, quelque chose qui m'a fait plaisir, qui m'a manqué et que je dois vraiment, prendre en considération. Prendre en considération pour, le futur, pour les enfants. La grande muette. C'est la première fois que j'entends, moi, ce terme. Et on vient de milieux radicalement opposés, en fait. Où moi, ma famille, ma mère est psychologue. Mon père est dans les relations humaines et le coaching, l'entrepreneuriat depuis des années.
Et j'ai toujours eu le privilège, peut-être, ou pas forcément, finalement, d'avoir eu des parents qui allaient s'intéresser à mes émotions, comment moi je me sentais, qui étaient présents aussi. Tu parles de ce je t'aime de ton papa, le deuxième que tu as reçu le jour de ton mariage. Le premier, c'était quand? Ouais, non, non. Ça a été, il y a, il y a peut-être 4 ans, 4 ans, je crois. Ouais. T'avais 4 ans ou c'était il y a 4 ans? Non, c'était il y a 4 ans, ouais, il y a 4 ans. Ouais. C'est une Mhm. manière de communiquer totalement différente, quoi. Par exemple, l'une des premières fois que j'ai ressenti une forte émotion avec mon père, et même une forte émotion tout court, je pourrais dire. Ça n'a même pas été à la naissance de mon premier enfant. J'ai pas eu cette émotion que j'attendais tant de pouvoir partager, exprimer. Ça a été quand mon père m'a remis mes galons de sous-officier à la fin de mon école, quoi, à l'armée, quoi. Parce que c'est un moment fort où c'est un peu comme une transmission de flambeau, un peu comme la flamme aux Jeux Olympiques, quoi. Ça a été très symbolique de se dire, bah voilà, je te remets tes galons de sergent. Donc là, ça a été vraiment bienvenue dans la famille, la vraie famille. Tu as accepté, mon fils. C'est ça, c'est un peu comme un chevalier à qui tu fais le serment avec son épée, c'est un symbole super fort, quoi. Mhm. Est-ce que ça veut dire que, du coup, quand tu étais plus jeune, tu avais la sensation que tu devais prouver que tu avais un... Tu parlais d'obligation tout à l'heure. Ouais, effectivement, c'est une obligation quelque part de pouvoir se dire, bah, je pense que tout le monde cherche un petit peu la validation de ses parents, et pour ma part, bah, le seul levier que j'avais, bah, c'est de suivre les traces et de faire au moins autant qu'eux. Et là, ça a Mhm. été une grande pression parce que, pardon, mes premiers jours à l'armée, ça a été compagnon, venez voir à l'état-major, on vous demande. Je dis, mince, c'est l'état-major, je te fais une bêtise, avec quelle connerie que j'ai fait encore, je connais même pas la connerie que j'ai pu faire, mais bon, on a l'habitude avec l'armée, hein. On prend des rafales, quoi. Et du coup, j'y allais, et puis j'étais guidé, j'allais dans les bureaux des vieux sous-officiers en fin de carrière. Compagnon, j'ai connu ton grand-père, c'était un taré, on appelait le fou, il montait à la colline avec ses grenades à la main, complètement, enfin, c'est un exemple pour tous. Et puis c'était le personne où c'était pas lui qui allait saluer les généraux, quoi, c'était les généraux qui allaient vers lui pour le saluer, quoi, tellement il était respecté. Et donc dès lors, tu avais déjà une grande... tu dis, waouh, j'ai une pression sociale sur les épaules, mais énorme, quoi. Est-ce que je vais réussir à tenir? Et du coup, ça te fait stresser, ça te met dans une position plus délicate que un des 360 autres soldats du bataillon, quoi. Ça a été une, une période un peu difficile parce que on t'attend au tournant. Et on va bien sûr pas se lésiner, on va pas se retenir pour te faire la remarque. C'est-à-dire, bah voilà, je suis en train de courir, j'étais pas bon à la course à pied parce que je m'étais fait opérer quelques années avant, que d'ailleurs j'avais caché à l'armée, pour être sûr de rentrer, j'ai caché mon opération, j'ai caché tout problème médicaux, pour être sûr de faire l'élite, de faire... parce que bah, je voulais faire les parachutistes, je voulais tout faire, quoi. Je voulais vraiment tout démontrer. Mais peu importe si j'avais des C'est autres. pas la première fois que j'entends ça. Ça arrive souvent de vouloir un peu masquer son dossier médical quand on est dans l'armée. Bah, si on veut avoir toutes les chances de notre côté pour faire ce dont on a envie de faire, plutôt qu'à l'inverse, être choisi là où on veut bien de nous, ouais, c'est une des choses. Et après, bah, tu payes ou non, selon ce que c'est. Alors, quand je faisais mes stages commando, j'étais en pleine souffrance avec mon genou, quoi. C'était quelque chose que... C'était le karma. Ça revient. T'as voulu le cacher? Bah tiens, tu vas souffrir quand tu vas faire tes marches non-stop tous les jours, toutes les nuits et compagnie. Donc ça, c'est quelque chose d'assez commun, je dirais, ouais. Parce que on veut rentrer. On a envie d'y aller, on a envie de rentrer. On veut vraiment démontrer ce qu'on veut et on veut savoir ce qu'on veut. Et moi, je voulais On veut savoir ce que je savoir ce valais. qu'on vaut. Ouais, Tu on veut veux savoir savoir ce ce que qu'on veut. tu valais. C'est super important, quoi. On veut démontrer qu'on est bon pour certains, qu'on a une pression peut-être derrière, mais moi, c'est ce qui me motive aujourd'hui, même encore aujourd'hui, hein, à aller courir quand il pleut ou quand il neige ou quand il y a des rafales de fou. Je veux dire, il y a un message qui s'affiche, restez chez vous, il y a du vent, les gars, évitez de traîner dehors. Bah, j'ai dit, ok, bah, je vais voir ce que je vaux. Et puis je vais aller courir dehors. Si j'arrive à subir, si j'arrive à chercher ma prochaine évolution.
Parce que je pense que c'est toujours une question d'évolution. L'être humain, il va peut-être avoir tendance à rester sur son palier. Il a acquis son diplôme. Il a acquis sa position dans son nouveau travail en tant que partenaire ou chef de je ne sais quoi. Et une fois qu'on arrive à atteindre un palier, souvent on va voir que les gens vont se reposer. Et ça, j'ai pas envie de m'assagir, comment dire. Parce qu'à l'armée, on nous apprend à nous aguerrir, au contraire. Et donc, du coup, bah, forcément, tu vas toujours essayer de chercher ta prochaine évolution, quoi. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je perçois le monde. Hmm. Donc du coup, tu parlais de ce premier jour qui était une pression énorme avec des anciens frères militaires de ton grand-père. C'était quoi le parcours classique pour devenir militaire? Toi déjà, t'avais 18 ans, tu t'es inscrit à l'armée. Comment ça fonctionne? Eh ben, au début, ça a été assez simple parce que vu que je connaissais, j'ai vécu en fait toute ma vie dans des régiments. Les gens, quand je sortais du domicile, c'était des treillis que je voyais, quoi. C'était pas une femme avec une poussette, c'était pas un enfant sur une trottinette ou un vélo. C'était des mecs avec des treillis, avec leurs armes à feu, leur pactage. C'était ça mon quotidien. Et donc, du coup, je connaissais pas du tout le monde civil parce que je connaissais les déplacements, je connaissais les obligations, d'aller voir ton papa le soir avec ta maman parce qu'il est de garde, ce genre de choses. Donc avant tout, avant de devenir militaire, bah, je voulais déjà découvrir c'était quoi le monde civil, le monde réel, comme on l'appelle, quoi. Ah oui, Parce toi que, en fait, tu viens pas du monde réel, tu viens du monde militaire. ah ouais, clairement, ouais, totalement. Ok. Ouais. Ouais, à 10 ans, 11 ans, j'étais en Afrique, j'étais avec la Légion étrangère, ils faisaient la garde, en claquette avec le léopard au bord de la porte. J'allais voir mon père avec son képi blanc, là, enfin, le signe distinctif des légionnaires. C'était un autre environnement, quoi. J'allais faire mes stages de karaté en même temps que lui, il était en train de faire ses stages à l'armée, dans un autre univers, dans un autre monde. Et c'était la culture, c'était un peu un changement de culture, un changement de... En fait, t'évolues dans un monde où tu sais, bah, je connais que ça. Donc, est-ce que je me tente à aller sur le monde qu'on connaît tous, qui est la vie civile? Est-ce que tu en as vraiment l'envie? Parce que tu sais ce que je veux. Enfin, par exemple, moi, je savais ce que j'aimais. Parce que, bon, à 11 ans, je tirais à la Kalachnikov qui était ramenée de Bosnie. Je tirais au centre de tir de l'armée avec les collègues de mon père, à toutes ces armes à feu. Je découvrais tout. Je connaissais tout par cœur. Je connaissais tous les matériels différents de toutes les armées différentes. Bah, j'étais ouais, presque devenu un enfant soldat, quoi. Et ça me plaisait, quoi. Moi, pour être franc, hein, je me voyais pas faire autre chose, quoi. Mais Hmm. je me suis dit, mince. Bon, bien sûr, c'était une collaboration, une cohabitation plutôt qu'une vraie famille sous le foyer. Donc, je suis parti du jour au lendemain avec, à 18 ans, avec un carton de bouffe, 200 euros en liquide et ma petite 106 là. Et je suis parti. Et je dis, bah, je vais voir ce que c'est que la vie civile, en fait. Mais vraiment, hein, comme ça, du jour au lendemain. T'es Et parti de où à où du coup? j'étais dans l'Aube et je suis parti du foyer de mes parents. Et je suis parti à l'aventure sur Strasbourg pour découvrir. Donc j'ai dormi les 2 premières nuits dans la voiture, j'ai trouvé un travail, j'ai trouvé un appartement rapidement. Je me suis vite adapté. C'est la force aussi des militaires, c'est de pouvoir s'adapter à la situation, quoi. Donc en 15 jours, j'avais l'appart, le boulot, j'avais tout, quoi. Je suis waouh, putain, c'est incroyable, ça va vite. Et j'ai évolué, j'ai essayé donc de collaborer, de travailler, de communiquer avec les gens. Et là, déjà, c'est tout de suite un autre monde. La manière de communiquer, la manière de travailler, c'est des valeurs que je connaissais pas. C'était un milieu impitoyable pour moi, le civil, quoi. Il n'y a pas de soutien, il n'y a pas de cohésion, il n'y a pas d'esprit de corps, c'est vraiment chacun pour soi, c'est de l'individualisme, c'est à des années-lumière. Et donc, du coup, ces 2 années-là, je me suis dit, ah non, plus jamais, je veux plus. Ça m'intéresse pas, c'est décevant. Déçu, mais pas surpris. Donc, je suis reparti, bah, un peu dans les jupes de maman, comme on dit. Donc, je suis parti là où je connaissais, là où je me sentais bien. Donc, dans le sable, dans la boue, avec l'odeur de la poudre, ce genre de choses. Parce que c'est un milieu que je connaissais, c'est un milieu qui me manquait. Dire quand j'étais gamin, sur mes murs, c'était pas Britney. Il y avait un poster peut-être de Britney Spears, mais après à côté c'était bah, mon père au travail, les munitions, les explosions, le quotidien en fait, c'était ça. Donc du coup j'ai voulu retrouver ça, quoi. Et c'est pour ça que je me suis engagé un peu plus tard. Et ici à ce moment-là, ouais, là ça devient intéressant. Ça devient intéressant parce que tu dis waouh, je le vis plus par procuration au travers de ton environnement. Tu vas devoir le vivre de toi-même. Est-ce que déjà tu vas y arriver, quoi? C'est incroyable. Attends, en fait, du coup,
t'as passé la première partie de ta vie en étant fils de militaire à être quasi militaire toi-même, par procuration, comme tu dis, à du coup quitter ce milieu militaire qui, tu le dis toi-même, pour rejoindre le monde réel, entre guillemets, à l'âge de 18 ans, euh, où en 15 jours, tu arrives à trouver un boulot, un appart, tu déménages à Strasbourg, tu parles du monde civil comme impitoyable, et ensuite là, tu parles de valeurs dans lesquelles tu te retrouves pas de soutien, etc. Puis pour découvrir ensuite, pour redécouvrir, revenir à tes amours, j'ai envie de dire. Euh, je suis curieux, quand à 18 ans, tu décides d'aller dans le monde civil, comment il réagit ton père? Alors déjà, ça a permis de se dire, waouh, j'ai un fils, je pense. Et de se dire, waouh, il revient pas, mince. Waouh. Et c'est même l'une des premières choses qu'il a dit au mariage, quoi. Ça a été, il tenait plus sa langue, il n'arrivait pas à parler, il a dit, mon fils, il est parti à 18 ans, je suis fier de lui, je l'aime. C'était assez simple et direct. Et puis là, il y avait l'émotion, pour une fois, je crois que c'est l'une des rares fois où il a su exprimer et mettre des émotions dans ses mots. Je crois que ça a fait pleurer tout le monde d'ailleurs dans la salle. C'était le discours court mais poignant. Et bah, la relation après avec ton père, en fait, devient à nouveau stable. Et ça permet de réaliser et de pouvoir échanger différemment que dans ton quotidien où on est là à cohabiter, quoi. Ça a été aussi un grand changement à ce moment-là dans la tête de l'un ou de l'autre, à mon avis. Ouais. Donc, du coup, tu rentres Après, dans l'armée après. ouais, voilà, Pardon? après, oui, voilà, justement, je rejoins ce que tu allais dire. Je pense que, je rejoins en tout cas ce que tu allais dire. C'est que, après, il se dit, bah, tu veux pas rentrer à l'armée, quoi. Et je dis, bah oui, hein, moi, je veux faire la Légion étrangère, comme quand j'ai vu mon papa avant. Bah non, hein, hein, tu peux pas. Hein. Fils unique, j'en ai qu'un de fils, donc non, tu feras pas ça. Je dis, mince, je peux pas faire ce que a pu faire mon papa, quoi. C'est quoi ce délire? Après, je dis, bon, je vais faire un autre truc, alors. Je vais aller dans un régiment de parachutistes. Ouais, non, c'est pareil, hein. Les mecs, ils pompent, ils sont en galère, dans le sale, avec les 40 kilos, là, à gravir les collines, à faire des patrouilles. C'est impitoyable comme monde, tu feras pas ça. En gros, je pense qu'il avait envie de protéger et puis de dire, bah non, fais ça, ça a l'air bien, ça. Un truc un peu plus technique, un peu moins sur le terrain. Essaye d'influencer tes choix, quoi. Ouais. Et puis au final, bon, je suis devenu sous-officier, donc directement en direct, parce qu'on a la possibilité d'être soit militaire du rang, soit sous-officier, soit officier. Alors, n'ayant qu'un bac en poche, je suis parti donc en tant que sous-officier. J'ai fait mon école, mes classes, qui se sont déroulées en deux parties bien distinctes, où en fait on te fait faire des épreuves en accéléré, que les militaires du rang ont, 2 mois, pour être caporal. Alors bah c'est toujours au mérite à l'armée, toujours la méritocratie. Donc c'est-à-dire que tu vas faire un stage, et ben ça va être le premier qui a les meilleures notes partout, qui pourra choisir son stage. Et le dernier, c'est les régiments qui vont le choisir, comme on dit. C'est l'inverse. Donc du coup, bah forcément je connaissais tout le matériel, c'était pas compliqué. Je connaissais tout par cœur, donc bah, je finis premier dans ma spécialité. Et puis bah, je choisis mon régiment de parachutistes là à Castres, et je fais mon stage, je reviens. Et puis tu te rends compte bah, que finalement tu seras placé dans un régiment dans le Grand Est, et qui vivra verra. Donc j'ai l'occasion d'aller dans un régiment, parce que certains ne sont pas tous, finissent pas tous en régiment, hein, tout dépend de où est-ce qu'on veut aller, quoi. Il y en a qui vont être dans les bureaux, d'autres sur le terrain, et ainsi de suite, quoi. Et puis s'enchaîna plusieurs années où là j'ai pu vécu par procuration. Ouais. Oh. C'est Les bien débuts de la vie. Comment? Non, vas-y, je t'en prie. Le début de ta vraie vie indépendante. Ouais, c'est là que tu te rends compte, en fait, ça te permet d'être très empathique envers, ah, je comprends pourquoi mon père était comme ça. Je comprends pourquoi on appelle ça la grande muette, en final. Parce que vous êtes plusieurs, mais vous êtes seuls à la fois. C'est-à-dire qu'on va pas partager, oh, je souffre, oh, je galère, oh, j'en ai marre. On n'est pas là à se plaindre, on va se morfondre. Mais par contre, on le fait à plusieurs. Ce qui va créer un esprit de cohésion, sans avoir à parler. On va se soutenir, on va être solidaire et fraternel, quoi. Et c'est là que c'est puissant, parce que finalement, c'est là où j'ai trouvé ma vraie famille. Et que j'ai réussi à m'épanouir.
ce que je n'avais pas dans mon foyer, je l'ai retrouvé dans celle-là. C'est pour ça qu'on dit ça, on appelle ça des frères d'armes aussi, hein. C'est aussi du fait que tu vas partager la souffrance. C'est pour ça aussi que tu vas poser des questions à des personnes qui ont été à l'armée ou en tout cas qui ont été déployées dans des théâtres d'opération un peu difficiles. Ils vont dire que ça leur manque. Mais il faut pas entendre ça comme c'est la guerre qui me manque. Mais c'est tout ce qu'il y a autour. Le fait d'avoir vécu des expériences uniques avec des personnes uniques qui font que tu as un souvenir énorme, peut-être. Et qui rend la chose agréable après coup. C'est... Je comprends tellement, en fait, quand tu me partages ça avec ces mots-là. Et c'est vrai que personnellement, c'est pas du tout l'idée que je me faisais de l'armée, mais quand tu me le partages, ça a tellement de sens. Tu le vois très bien quand tu pars avec un ami faire une semaine de vacances dans la nature, tu vois déjà des liens forts qui sont tissés, mais j'imagine pas ce que tu vis avec une patrouille des frères d'armes pendant 6 mois. Entre guillemets, c'est... bah, tu vis tout, quoi, j'imagine. Ah oui, tu vis tout parce qu'au final, tu es une sorte de micro-société. Donc, c'est ça qui est incroyable, c'est que donc c'est une micro-société et bah, comme toute société, tu auras peut-être un voleur, tu auras peut-être un trou du cul qui va te taper sur le système. Voilà, donc c'est une micro-société. Et maintenant, bah, là, c'est pas en mode je fais ce que je veux et puis tant pis. Si tu fais ça, bah, on appelle ça, hein, c'est vol bleu, vol blanc, c'est un retour à la case départ, comme on dit. Donc, vol blanc, c'est vol médical. En gros, c'est tu t'es pas apte, on va dire, mentalement à suivre ce que tu fais. Donc, on te renvoie. Euh, et vol bleu, bah, c'est bleu pour le côté gendarme, quoi. Tu fais une bêtise, va falloir assumer et rentrer à la maison pour assumer les conséquences. Parce que là, c'est double peine, parce que c'est la peine civile et la peine militaire. Donc, si tu te mets bien au pas, après, bah, la section, le groupe, j'imagine 30 personnes avec qui tu es pendant 6 mois à manger des rations dans ton trou de combat. Je vulgarise, hein, bien sûr. Hein. Je caricature presque, mais c'est un petit peu ça. La réalité d'ailleurs. Il faut que tu apprennes à apprécier les uns et les autres et que tu apprennes à apprécier le peu de relations humaines que tu peux avoir. Et est-ce qu'on t'apprend à gérer tes émotions à l'armée ou c'est quelque chose qui se fait naturellement? C'est vrai que pour moi, c'est peut-être plus difficile à me positionner sur cette question parce que j'avais pas eu l'occasion, même plus jeune, de faire part de mes émotions. Ou quand je en faisais part, c'était un mur, quoi. Donc, on t'apprend, ouais, je pense qu'on t'apprend. On t'apprend parce que tu vas vite te rendre compte que ça va pas t'être vraiment utile d'agir ainsi, de pouvoir t'exprimer. On va juste te rabaisser. Il n'y a pas de place. Y a- C'est considéré comme de la faiblesse aussi. Donc, il n'y a pas de place. On est là pour une mission, pour un objectif. Bien sûr que la confiance, ça, par contre, c'est important. Même si on va pas faire place à l'émotion, il y a la confiance et la performance. Si un individu est performant, mais qu'en revanche, t'as pas assez confiance pour lui donner ton portefeuille et tes finances, ça sera pas un bon travail, un bon opérateur. Mais en revanche, si tu as une confiance absolue en cette personne et que d'ailleurs, bah, la performance, elle est là, mais s'il est pas bon, bah tant pis, hein, je suis désolé, mais bon, il faut aussi suivre la cadence. Donc on va chercher plutôt la performance et la confiance. Donc que la personne excelle dans son domaine. Donc c'est pour ça qu'on va s'entraîner bah, physiquement, mentalement à des épreuves. Et aussi la confiance, travailler cette partie-là. Donc on avait par exemple des punitions collectives, c'est-à-dire que s'il y en a un qui avait planqué des mars dans ses sacs, et ben on fait pomper toute la section jusqu'à ce qu'il ait fini de manger tous ses mars à la filée devant eux debout, quoi, tranquille. Ouais, d'accord. Donc on fait prendre conscience, Incroyable. fait prendre conscience des bêtises humaines, que si l'un fait une bêtise, c'est le groupe qui est pénalisé. Tu oublies c'est peut-être rien comme ça, mais projette ça maintenant en opération. Si lui, il oublie ses bandes de munitions, c'est toute la section en fait qui va être pénalisée parce qu'il n'aura pas de munitions. Et donc faut Tellement inspirant. travailler cette confiance.
cette confiance. C'est pour ça que les gens, et c'est ça que je trouve même génial, pas que, parce que bien sûr, on parle de l'armée française, et ça, je trouve que c'est presque idéalique. C'est une idéalisation, en fait, du rapport armée-nation qu'on peut avoir, par exemple, en Israël. En Israël, les groupes, donc c'est des jeunes à 18 ans, c'est filé à vie. C'est-à-dire que ils vont faire leur classe obligatoire là, pendant 2 ou 3 années, mais ils vont travailler ensemble, tout le temps le même groupe. Si un jour plus tard on les rappelle dans 15, 5, 10 ans, ça sera les mêmes personnes dans la même groupe, dans la même section. Parce qu'ils sont connus, ils se connaissent, et donc ils seront performants. Plutôt que de mettre soldat A, soldat B, soldat D, un petit peu au hasard, quoi. Parce que la confiance, c'est énorme. C'est la seule chose sur laquelle tu peux vraiment exceller et travailler pour être la meilleure version de toi-même, en fait. Tu parles de micro-société, en fait, c'est exactement ça. Et tout à l'heure, tu parlais de valeurs de la société civile dans laquelle tu te retrouvais pas. Et, je comprends beaucoup mieux maintenant ce que tu veux dire. Et je comprends cette image du mec qui prend 3 Mars dans son sac. Et au lieu que ce soit lui qui soit puni, qui fasse des pompes, c'est tout le reste, entre guillemets. Parce que la réalité à la guerre, je te le dis, entre guillemets, à la guerre, à l'armée, c'est que s'il y en a un qui fait une erreur, tout le monde est pénalisé, quoi. Mm. Et je trouve ça beau dans sa philosophie, quoi. On ne peut qu'être une équipe, entre guillemets. C'est une question de vie ou de mort. Tu parlais de performance. Cette performance, elle a des conséquences qu'il n'y a pas en entreprise ou dans la vie de tous les jours, entre guillemets. Et ça me, je me découvre une curiosité pour ce que tu me partages et même une forme d'admiration pour, euh, pour les valeurs et pour ce qui peut être vécu là-bas, quoi. Et même si tu travailles sur la confiance, sur la performance, alors bien sûr, on va s'entraîner à répéter, répéter, répéter les mêmes mouvements. Par exemple, un chargeur, le charger, le décharger, les erreurs de chargement, on va le faire 1000 fois pour que ça soit des automatismes musculaires. Et pourquoi est-ce qu'on le fait? C'est pour éviter d'être pris par les émotions au moment. Parce que si tu es pris par le stress, et il y a un incident qui arrive, tu le vois même dans la vie civile. Je suis désolé, j'utilise toujours ce mot, je pense que je l'utiliserai jusqu'à la fin de ma vie, la vie civile. C'est que il y a un accident sur la route, les gens ils risquent d'être tout tremblants, de ne pas savoir comment agir, quelles sont les étapes par lesquelles il doit passer pour s'occuper du blessé. Est-ce que j'appelle les secours? Est-ce que je mets un balisage? Dans quelle heure je fais? Où se trouve la couverture de survie? S'il y a un incident? Donc là, c'est pour éviter ça. Pour éviter que, peu importe ce qui se passe, tes muscles ont une répétition bien ancrée. Tu sais exactement quoi faire, comment le faire. Et ça, c'est génial. Après, bien sûr, ça n'empêche pas des accidents, quoi. Ça, on essaye. Ça veut pas dire qu'on est des robots, bien entendu, hein. J'ai déjà vu un jeune bloqué par l'émotion, quoi. Alors que il était au milieu de la route avec ça tirait dans tous les sens. Il est bloqué. Ouais, ouais. Il a oublié, ou il a eu un déclic, ou il s'est laissé peut-être submerger, ou enfin voilà. Des fois, bien Ouais, sûr on qu'il y a des reste accidents. humain. On reste humain, c'est ça, ouais. On reste humain. Hmm. Tu me parles d'une scène là avec un jeune au milieu de tir. C'était quoi l'un des moments les plus éprouvants à vivre pour toi dans cette période militaire qui a duré, dans cette période militaire par non-procuration qui a duré 5 ans, c'est ça? Ouais. Ah, il y en a beaucoup. C'est des bons souvenirs. Je pense que la plus éprouvante des épreuves, c'est de rentrer. Non. C'est de rentrer parce que t'es physiquement là, on va dire. Après, donc, après ton déploiement, après, on va dire même ta phase au niveau de l'armée, tu rentres à nouveau dans le monde civil. Mais ce qui est vraiment éprouvant, c'est de se dire que physiquement t'es là, mais
que ton âme, elle t'a pas accompagné. Elle est restée là-bas, quoi. Ça, c'est dur. Ouais. Il faut aussi, bien sûr, que les gens comprennent ça. Et ça, c'est pas quelque chose de... En fait, vu que t'as pas un lien mes-nations très fort, ben, les personnes du monde civil ne comprennent pas vraiment ton attitude, le fait que quand tu vas dans une soirée, tu t'amuses pas, que tu vas regarder un petit peu partout les différentes issues de secours, que tu vas avoir des automatismes en fait qui vont être mis en place pour en cas de d'urgence, en cas de crise, en cas de d'événement. Donc, tu vas avoir à nouveau tes automatismes que tu as pu apprendre et développer au sein du milieu militaire, et puis tu vas continuer à les appliquer. Et là, tu dis, ouais, mais en fait, non, mais je suis là, mais je m'amuse même pas. Et pourquoi je m'amuse pas, quoi? Et t'essaies de comprendre ça, et puis ouais, ça, c'est toujours difficile un peu, de revenir dans la normalité. Parce que ce qui est normal pour les uns et les autres dans un environnement, dans une fête, par exemple, ne sera peut-être pas forcément pour toi. Peut-être parce que tu vas te dire, ah, mais je peux pas m'amuser, je peux pas, il faut que je veille sur les uns et sur les autres. Il faut que je protège l'environnement dans lequel je me trouve et les gens avec qui je suis. Donc je dois être en alerte. Un peu comme... En fait, tu continues. Je pense que tu as tellement développé des automatismes que tu continues à penser comme si tu portais toujours ton uniforme. Ouais, ça Ça c'est... dure combien de temps, ça? Je l'ai toujours. Ouais. Non, je l'ai toujours. Donc, quand tu me dis le plus dur, c'est de rentrer, tu fais évocation à ta décision d'arrêter, en fait, c'est bien ça? Et même de rentrer en fait après ton opération et que tu sois donc rapatrié en métropole au sein de ton régiment, c'est très bizarre. C'est très bizarre et tu le vois même dans les relations où tu échanges avec les gens au régiment. Entre ceux qui n'ont jamais fait une opération extérieure et ceux qui ont fait une opération extérieure. Et puis tu vas encore plus loin entre ceux qui ont fait une opération extérieure dans un pays calme et ceux qui étaient dans un pays mouvementé, quoi. Et là, tu le sens, hein, tu sens vraiment l'ambiance, c'est pesant. Mm. Et tu dis, ouais. Et c'est là, en fait, que tu commences à gagner du respect aussi, vis-à-vis bah, de tes pairs au sein du régiment. Parce qu'il y en a, il y a toujours des... C'est comme une micro-société, comme je disais, donc tu as des petits chefs qui sont là depuis 10 ans, 15 ans, et qui ont fait leur première opération extérieure à partir d'une dizaine d'années, quoi. Et tu les vois, bah forcément, c'est comme ça en fait qu'on arrive à voir aussi avec la reconnaissance, hein, c'est le nombre de médailles, qu'est-ce que tu as pu faire, où est-ce que tu as pu le faire. Et tu vois au comportement des gens qu'ils n'ont pas été confrontés à la misère humaine. Ça se ressent et complètement en fait dans la posture que les personnes vont prendre avec toi, quand ils vont communiquer avec toi. Ils vont se dire, bah, moi j'ai le treillis, j'ai un grade même supérieur au tien. Dès lors, respecte-moi. Alors qu'au final, on respecte même pas la personne, voilà, mais on respecte le grade. En fait, on salue le grade, on salue pas la personne, on salue le grade. Il est supérieur à nous, donc on respecte le grade, on salue le grade. Mais il y a des personnes pour qui on n'a pas vraiment de respect, parce que ils se comportent mal, ou parce qu'ils sont peut-être hautains, condescendants, et ils ont que le grade pour commander, ou pour avoir du leadership aussi, quelque part. Alors qu'à côté, il y a des gens, des personnes qui sont complètement extraordinaires, que tu peux découvrir en mission extérieure, qui ont un calme énorme, qui sont très humbles. Ça, c'est génial, quoi. Ça, c'était mes mentors, quoi, vraiment, hein. Même quand j'ai fait l'armée, j'ai eu l'opportunité aussi de faire le 14 juillet à Paris, donc de faire toute la descente des Champs-Élysées. Et je me rappelais de mon chef de section. C'était on l'appelait le loup blanc, en fait, dans les forces spéciales. Et très humble, parce qu'il allait recevoir sa médaille militaire. La médaille militaire, c'est vraiment un peu le Saint Graal par rapport à tout ce que tu as pu faire. C'est une énorme reconnaissance. Donc seulement certaines personnes en fin de carrière peuvent obtenir cette récompense. Et c'est une énorme reconnaissance, quoi. Et il était très, très humble, très...
la tête sur les épaules. T'allais dans son bureau, il était en couverture de plusieurs magazines de forces spéciales, et elles étaient affichées sur le mur, mais il s'en vantait pas. Limite, s'il pouvait les enlever, ça l'arrange. Et donc, c'est toute une différence, et c'est comme ça que tu arrives à communiquer et à apprendre à comprendre que, ah ouais, il faut rester humble. Il faut rester humble, L'humilité. il faut Ouais. avoir le courage de garder aussi les choses pour soi. Il faut choisir ses batailles. Donc, si tu vois quelqu'un qui se panave, qui se panache, je sais pas comment le terme exact, comme un pan, c'est Ouais. qui se montre. Ça, c'est pas quelque chose. Moi, par exemple, je vois ce genre de personne, je pense que peut-être qu'il a porté l'uniforme, mais il a pas vécu grand-chose. Ouais, ouais. Ouais, je suis hyper touché par ce que tu me partages. En fait, j'ai j'ai- j'ai envie de dire, je n'ai pas idée, mais je pense qu'on n'a pas idée, en fait, de, de ce qui se passe là-bas. Et je prends encore plus conscience de, on n'a pas idée de ce que c'est de revenir. Et j'ai un peu cette image de quelqu'un qui vit dans une prison, même si là, c'est pas du tout une prison, c'est plus un monde différent, et qui sort de prison, il redécouvre la vie. C'est pas comment ça fonctionne, quoi. Ouais, c'est ça, parce que C'est quoi les automatismes ici? Comment faut se comporter? Qui aller voir? ouais, l'armée, c'est un professeur brutal. Ça t'apprend très rapidement, en fait, les valeurs humaines sur lesquelles il faut compter. Ça t'apprend rapidement que la mesquinerie n'a pas sa place. Ça t'apprend que l'individualisme n'a pas sa place. Et que tu es à la fois seul, mais aussi accompagné de tous ces gens qui vont souffrir des choses sur lesquelles tu vas aussi traverser, quoi. Et c'est un professeur brutal, mais excellent, mais brutal. Ça t'apprend vraiment qu'est-ce qui compte le plus dans la vie. Ça te permet de prendre du recul, mais énorme en fait. Après, parce que tu vois la misère humaine, hein. Tu vois la force aussi de caractère de certaines personnes qui permettent de soutenir tout un groupe de personnes aussi. Et grâce à ces leaders, quoi. Ça apporte énormément. Mhm. Parce que, bah, forcément, la guerre, ça pue. Ça pue la merde, ça pue le sang. C'est, c'est dévastateur, quoi. Et alors, s'il n'y a plus d'humanité, comment on s'en sort dans tout ça? Mhm. Et du coup, ça te permet d'être plus humain quand tu reviens aussi. De moins être égoïste aussi, entre guillemets. Mhm. Et de prendre beaucoup de recul sur tous les questionnements que tu peux avoir. Ça te permet d'avoir une Mhm. ouverture d'esprit énorme sur le champ des possibles après pour évoluer. Tu parles de la guerre, il y a la guerre en Ukraine aujourd'hui, entre l'Ukraine et la Russie. Moi, quand je me positionne ou quand je me connecte à mes émotions, je ressens de la tristesse, de la colère, de la frustration par rapport à ce qui se passe là-bas, dans dans la peau d'un militaire. Je pense qu'on est militaire toute sa vie, même si aujourd'hui tu es dans le monde civil, entre guillemets. Comment est-ce que tu te sens, toi, quand tu vois un conflit qui se passe dans le monde? T'as envie d'y être? Il y a de l'injustice. C'est quoi les émotions par lesquelles tu passes? C'est vrai que c'est assez difficile à... Et je pense que c'était là aussi le choc, on va dire, de culture. Parce que, bah, justement, mon beau-père a travaillé en Ukraine, et donc a des amis ukrainiens qu'il a fait ramener aussi pour les aider. Et oh, c'est comme si j'entendais une annonce à la radio, je sais pas, Michael Jackson est mort, quoi. C'est quelque chose qui me laisse ni chaud ni froid, quoi. Parce que c'est quelque chose où je suis habitué, où je me dis, ah, ça faisait longtemps, et presque pas que ça me manque, mais je dis, ah, ça c'est bien, c'est pas loin. Enfin, c'est même moche à dire de dire c'est pas loin, c'est bien, c'est pas loin. Mais c'est un univers où, waouh, c'est plus proche qu'on ne le pense. Et c'est vrai qu'au final, on est à 2-3 heures d'avion, il me semble, de là-bas, quoi. C'est vrai que si j'aurais pas eu de responsabilité, de femme ou d'enfant, bah, j'aurais suivi certainement le même chemin que beaucoup de personnes ont suivi. C'est beaucoup des anciens, des personnes qui ont servi au sein des forces militaires, des forces armées, qui y sont aujourd'hui, quoi.
Alors bien sûr, il y aura les curieux qui veulent prouver quelque chose, qui y vont, et puis ils vont rester une semaine, 2 semaines, pas plus, et puis ils vont rentrer après. Parce qu'ils idéalisent, hein, toutes ces personnes qui jouent à Call of Duty et qui idéalisent ce genre d'événement. Et puis il y a ceux pour qui bah, ça manque un peu et qui disent qu'ils seront ravis d'y participer, quoi. Maintenant, moi, en tant que personne, en tant qu'ancien militaire, bah, forcément, ça me chagrine pour toutes ces pertes. C'est surtout les pertes humaines, collatérales, qui me chagrinent. C'est Mhm. un grand terrain de jeu, mais le fait qu'on soit en 2023 et qu'on arrive tout de même à faire des pertes civiles, je trouve ça juste, franchement, inimaginable, quoi. On peut frapper de manière chirurgicale, on peut atteindre un objectif sans pour autant dévaster tout un pays. Mhm. Après, la guerre, c'est horrible, hein, je déteste ça quelque part. Mais ça, c'est à la fois attirant parce que c'est là où on va vraiment, des temps difficiles, où on crée des hommes forts dans leur cohésion, dans leur manière de communiquer, dans leur manière d'être. Et c'est ça qui manque aussi beaucoup. C'est une nécessité, selon moi. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu as une vie qui est complètement différente. Tu travailles, tu vas pouvoir nous expliquer un peu ce que tu fais. Tu es spécialiste mentor dans le domaine du produit. Mais comment t'en es arrivé là, quoi? Alors, il est vrai que à l'issue de l'armée, on va te proposer une reconversion qui va être soit agent de sécurité, soit chauffeur poids lourd. Il fallait avouer que c'était pas des choses qui me donnaient des papillons dans le ventre. Donc, j'ai pris, on va dire, mon destin de moi-même entre mes mains, et j'ai participé un jour à un week-end de startup week-end, où tu vas pouvoir pitcher une idée, monter une équipe, monter un produit, un projet. Et ça a été de l'entrepreneuriat. J'ai réussi à me reconvertir, à apprendre à développer un site internet, et puis de fil en aiguille à se rendre compte que j'avais toutes les compétences nécessaires pour faire de la gestion de produits. Parce que j'avais cette curiosité, cet intérêt de vouloir aller plus loin que ce qu'on me proposait. Je voulais sortir du cadre qu'on me proposait. J'avais pas envie d'être mis dans une case. Donc j'ai appris à faire du marketing, j'ai appris à communiquer avec les sales. Et c'était aussi un challenge. Un grand challenge, parce qu'à l'armée, on communique d'une certaine façon, d'une certaine manière. Une tonne. Et en tant que product manager, on est la personne qui va, on va dire, s'assurer. C'est un petit peu comme un organisateur de mariage, mais pour une application web. Donc, il va travailler avec les différents corps de métier pour s'assurer que on arrive à délivrer un produit que les utilisateurs aiment. Donc, on va travailler avec les développeurs, les sales, le marketing, les dirigeants, le design, et ainsi de suite. Et on met de l'huile au final dans la machine. C'est ça notre rôle. Donc, on doit bien communiquer. On doit être transparent. On doit avoir des valeurs, des piliers de transparence, de bienveillance, d'inspection. Et ça permet de prendre une posture énorme, parce que quand on n'a pas l'habitude de bien communiquer, c'est un grand challenge. C'est aussi pour ça que je fais ce métier, parce que au final, c'est un challenge pour moi-même. Je veux voir ce que je vois. Je sais que je suis un mauvais communicant, parce que je donne des ordres. Donc du coup, c'est à moi de pouvoir pousser les personnes à réaliser ce que je souhaite réaliser, donc à motiver des gens extraordinaires à faire des choses incroyables, même si ça a l'air super ennuyeux, mais sans donner d'ordre. Donc du coup, c'est à l'antagonisme de l'armée, quoi. Parce qu'à l'armée, c'est t'as le grade, tu imposes aux autres. Ici, non, je suis au même niveau qu'eux, mais je dois me faire entendre, et je dois faire en sorte de leader les gens. Et ça, c'est un bon challenge. Après, les choses ont fait que je suis même devenu product manager, mais dans un produit, dans un milieu de gestion de crise et de notification d'urgence. En fait, c'était aussi une question de rédemption, parce que je travaillais beaucoup sur cette partie-là à l'armée. Donc, j'ai voulu aussi racheter peut-être mes fautes, entre guillemets, à l'armée, en me disant, bah, je vais faire la même chose, mais en tant que civil. Donc, m'assurer qu'on peut sauver des vies, m'assurer qu'on peut réagir en tout état de cause rapidement à une situation, mais en tant que civil. Du coup, moi, ça a été un peu la continuité. J'étais content, entre guillemets, de faire ça, de faire cette transition. Toujours essayer de voir qu'est-ce qu'on vaut, où est-ce qu'il faut aller chercher. Il faut pas se cantonner à une case. C'est surtout ça, en fait, qui m'a motivé à être là aujourd'hui en tant que product manager. Passer de militaire à product manager. Parce que si tu laisses autrui, on va dire, te dicter ce que tu vaux, il y a peu de chances que tu, on va dire, enlèves cette barrière qu'on est en train de te mettre dans la tête. Alors que cette barrière, tu peux l'enlever de toi-même pour courir, en fait, enlever tous ces obstacles. Donc, si tu te libères de l'image que tu peux renvoyer, et cette image-là, il n'y a que les autres qui y croient.
pas toi. Hmm. C'est quoi la suite pour toi? C'est vrai que ça fait combien de temps que tu as quitté l'armée? Et comment est-ce que tu te vois évoluer, y retourner un jour ou pas? Non, j'ai essayé, mais non. T'as Non, bah, donné. c'est un sujet. C'est vrai qu'avec du recul, si j'aurais pris la décision, on peut pas toujours faire ce qu'on veut, donc il faut aussi faire son propre chemin, son propre nid. Maintenant, je suis assez heureux là où j'en suis. Euh, on va, avec ma femme, avoir notre petite fille bientôt là, et on va pouvoir prendre un nouveau départ aussi au Canada. Donc on va s'éloigner de tout pour se recentrer sur l'essentiel d'ici quelques mois. Se recentrer sur la famille, notre famille. Hmm. Écoute, Cédric, merci beaucoup. J'ai peut-être une dernière question. Moi, ce qui me touche vraiment et ce qui reste en moi, c'est ce retour, cette transition. Tu parles revenir au monde réel. Moi, je te vois, toi, je vois quelqu'un qui a l'air épanoui, qui a appris à découvrir ses émotions avec des événements de la vie, devenir papa grâce à ta femme. C'est quoi le conseil que tu auras envie de donner à ces militaires, ces soldats qui rentrent, entre guillemets, pour redécouvrir le monde, la vie, quoi? Ouais. C'est vrai qu'en termes de conseils, on pourra en donner tellement, mais je dirais que on ne sait jamais vraiment de quoi on est capable tant qu'on n'est pas au dos au mur. Donc, et puis il faut aussi se dire que il y a une grande partie de vous qui provient de votre passé. C'est là que vos valeurs fondamentales sont profondément ancrées. Donc il faut pas nier qui on a été, qu'est-ce qu'on a pu faire auparavant. Et dans tous les cas, on sait très bien que l'armée nous apprend du fait que le monde n'est pas juste et n'a jamais prétendu l'être. Donc il faut attendre aucune faveur de qui que ce soit. Il faut juste avoir une attitude qui soit à toute épreuve pour traverser la vie. Voilà, un peu la chose à dire, quoi. Oui. Euh, et un conseil peut-être pour découvrir le monde des émotions. Mais il faut avoir le courage ici. Et le C'est courage, ça. hein. Il faut avoir C'est beaucoup de courage, intéressant. quoi. On en a peur, hein, même moi aujourd'hui, hein. C'est vrai que des fois, je peux me prendre la tête jusqu'à ce que je comprenne vraiment, qu'on me dise clairement qu'est-ce qu'on attend de moi, parce que sinon, je comprends pas, quoi. Donc, c'est d'être plus empathique, de plus se mettre à la place de la personne, mais qu'est-ce qu'elle attend, et de pas attendre à ce qu'on nous dise de ce qu'on attend, mais d'essayer de l'apercevoir et d'anticiper les réactions. Je vais pas dire normales, parce que c'est vrai que je réagis pas normalement. Même ma femme me dit, même toi, t'es Venom. C'est manger, tuer. Hein, c'est des choses, c'est des vocabulaires, hein, des phrases très, très simples. Donc, se dire que il faut accepter et apprendre à les comprendre, à comprendre ses émotions pour mieux les contrôler. Et je dis pas les contrôler pour les ignorer, mais les sortir avec les bons mots. Hmm. Ça, c'est important. Hmm. Quand on a mentionné émotion à l'armée, on parlait de faiblesse. Là, tu parles d'émotion, tu parles de courage. C'est fou, ça. Ouais, faut se dire que en fait, c'est une réelle force. Honnêtement, c'est une réelle force dans notre société de pouvoir transmettre nos émotions, parce que c'est ainsi que tu arrives vraiment à établir des liens. Et dans une société comme la nôtre, établir des liens, c'est ce qui est d'essentiel pour se développer, pour pouvoir atteindre la prochaine opportunité qu'on souhaite réaliser, pour tout, absolument tout. Hmm. Clairement, c'est essentiel. Il faut en prendre conscience, il ne faut pas les ignorer. Hmm. Sinon, après, on va devoir faire un travail sur soi énorme, énorme. Hmm. Merci Cédric pour ta vulnérabilité. Je je m'attendais pas du tout à, à en découvrir autant sur le monde militaire, entre guillemets, mais aussi sur cette réalité dont on ne parle si peu, j'imagine, dont on entend si peu parler, à savoir revenir au monde réel qui a l'air, en tout cas, d'après tes mots, encore plus challengeante que la réalité euh, militaire, la guerre, entre guillemets. Effectivement, c'est un grand challenge. Oui. Les choses sont plus faciles à l'armée.
il y a moins de variables à prendre en compte. T'enlèves déjà les émotions, les sentiments. Et là, le plus dur, parti, quoi. Ouais. Merci à toi, Cédric. Merci à toi, Pierre. En tout Content. cas. Puis belle continuation. Merci beaucoup, Pierre, en tout cas. Ouais. Merci à toi et bonne continuation aussi de ton côté. Ça a été un plaisir de pouvoir s'ouvrir. Et c'était ça aussi, une mission challengeante pour moi, en fait, d'être là aujourd'hui, hein, c'est de pouvoir s'ouvrir. Ouais.